Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau dialogue littéraire du mois de mars. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui au Petit Minou, un café-concert implanté au port de commerce et qui va bientôt fêter ses 2 ans. Ce lieu accueille une exposition réalisée par Olivier Pollard. Olivier Pollard est historien et spécialiste de l'histoire du rock. Il a sélectionné des affiches d'époque, des photographies et des coupures de presse, nous refaisant vivre l'histoire du rock en Bretagne. Au cours de cette émission, nous retrouvons Anaïk à la librairie et elle nous exposera 3 de ses coups de cœur du rayon Pollard. Mais auparavant, nous allons nous entretenir avec 2 auteurs que nous avons eu la chance de recevoir à la librairie, Elsa Osorio et Andrea Marcolongo. Elsa Osorio est romancière et scénariste. Elle est argentine et vit à Buenos Aires. Elle est venue à la librairie Dialogue nous présenter Double Fond, paru aux éditions Métayer. L'histoire commence avec la découverte du corps d'une femme noyée. Une jeune journaliste, ne croyant pas à la mort accidentelle, s'empare de l'enquête. En partant de ce crime, Elsa Osorio retrace l'histoire de la dictature argentine et les horreurs qui en découlèrent. Nous la retrouvons tout de suite au micro de Laurence. Elsa Osorio, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui à l'occasion de la parution de votre roman Double Fond aux éditions Métayer. Alors il s'agit d'un livre qui se situe entre thriller et roman politico-historique et dans lequel tout commence en 2004 à Saint-Nazaire par la découverte du corps d'une femme noyée, médecin sans histoire, et la journaliste locale qui va s'intéresser à ce corps retrouvé ne croit pas à la thèse du suicide. Et elle va donc mener une enquête qui va lui faire découvrir l'horreur de la dictature argentine de 76 à 83. Alors avant tout, ce livre, comment il est né et qu'est-ce qui pour vous a été à son origine? Moi, je voulais m'occuper de ce qu'on appelait le centre pilote de Paris, que c'était un bureau qu'on a mis dans l'ambassade argentine en France, à Paris, pour infiltrer les Argentins qui étaient là, et aussi parce que ça laissait jouer la coupe du football en Argentine en 1978. Et ces deux histoires s'est liées entre elles. Finalement, on va savoir pourquoi on a tué cette femme. Parce que ce n'est pas un suicide, comme on a l'impression au début, c'est un meurtre. Et oui, et finalement c'est un roman qui a une construction assez vertigineuse puisqu'il y a ces 3 fils qu'on suit et qui se lient les uns aux autres et c'est un véritable thriller qui se lit d'une traite. Comment est-ce que ça se construit Je construis les structures, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais je savais toujours qu'il y avait 2 récits et après cette lettre qui est comme le fil qui passe pendant tout le roman. Mais finalement, la partie historique est basée sur de faits réels. C'est-à-dire, on parle de l'ESMA, qui est un camp de détention clandestin, qui était à Buenos Aires, qui était vraiment terrible, sinistre, où on a volé des enfants aussi. Il y a eu une maternité clandestine. Le roman raconte une période où certains prisonniers travaillaient ou faisaient semblant de travailler pour la marine, enfin pour ses propres tortionnaires. Et c'est le cas de la protagoniste, Juana, qui a un rapport avec Raoul, qui est une des tortionnaires et qui représente, lui un personnage de fiction, mais qui représente un peu un groupe qui s'appelait le Grupo de Tareas, le groupe de travaux 332, qui étaient des grands assassins, et que justement maintenant, il y a un mois, ils sont condamnés à perpétuité en Argentine. Le vrai, pas le personnage. Oui, c'est assez glaçant tout ce qu'on découvre sur cette dictature argentine à travers ce livre. Est-ce que la littérature permet aussi de parler d'une mémoire douloureuse aussi? Oui, moi je pense que ça fait un travail de mémoire qui est important parce que ce n'est pas seulement une chose pour le passé, c'est une chose pour le présent et pour le futur. Parce que d'un côté, il faut oublier pour pouvoir vivre. Mais d'autre côté, il faut ne jamais oublier
pour que ça ne se passe plus. Mais en tout cas, moi, j'écris parce que je veux, c'est-à-dire parce que j'aime écrire. Ce n'est pas pour un but déterminé, mais je sais que la littérature de la mémoire a son rôle dans la société. Andrea Marcolongo est une jeune Italienne passionnée par le grec ancien. Elle vient de faire paraître La langue géniale, 9 bonnes raisons d'aimer le grec, un livre paru aux éditions Les Belles Lettres et dans lequel elle révèle son amour immodéré pour cette langue. Un livre qui permet aussi de mieux comprendre le grec ancien et donne l'envie de l'apprendre. Nous retrouvons tout de suite Andrea Marcolongo en compagnie de Laurence. Andrea Marcolongo, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous venez aujourd'hui nous présenter La langue géniale, 9 bonnes raisons d'aimer le grec, un ouvrage qui vient de paraître en France chez Les Belles Lettres et qui connaît un immense succès depuis sa parution en Italie en 2016. Vous y faites une véritable déclaration d'amour au grec ancien et qui est votre sujet d'étude puisque vous êtes helléniste. Et avec ce livre, vous nous faites non seulement découvrir ou redécouvrir le grec ancien, ses spécificités et son étrangeté, mais plus que cela, vous nous invitez à penser comme les Grecs. Alors avant tout, ce livre, comment est-ce qu'il est né? Qu'est-ce qui pour vous a été à son origine? Questo libro nasce 2 volte, ora se ci penso. È nato la prima volta nasce grazie alle lezioni di greco che davo ai ragazzi alle prese con il greco antico e grazie a loro che ho scoperto questa chiave di raccontare il greco. Questo libro non è una grammatica, non è un manuale tradizionale, ma è piuttosto una grammatica dell'animo umano attraverso il greco. Attraverso la lingua svela quel modo di pensare, la visione del mondo del greco antico. Spesso quando si studia una lingua, qualunque lingua, ci si affatica sulla grammatica, si inizia a confondere cos'è davvero un modo di pensare attraverso le parole che usiamo. E questo libro è forse un ritorno al modo di pensare il mondo dei greci attraverso la loro lingua. Alors, une des premières étrangetés du grec que vous mettez en avant dans le livre, c'est la question du temps qui est très peu présente dans la langue, alors que nous nous exprimons toujours en pensant sur une ligne de temps entre passé, présent et futur. Les Grecs, eux, se posent seulement la question du déroulement. Nous, on se demande quand et eux se demandent comment. Alors, est-ce que se plonger dans le grec ancien, c'est résolument s'échapper de notre époque et changer notre vision du monde? In effetti la concezione del tempo presso nel greco antico è stata poi la chiave, la prima mia indagine che mi ha portato poi a scrivere questo libro, perché io stessa avevo studiato il greco per 15 anni senza mai capire davvero questa concezione del tempo, questo chiedere sempre come alle cose della vita e mai quando, passato, presente e futuro. Per i greci l'aspetto verbale, l'aspetto delle cose e ciò che accade, ciò che gli eventi della vita causano in noi è il primo modo di concepire il tempo. A me piace pensare che le grandi gioie, le grandi glorie della vita non hanno mai una data precisa, sono sempre lì in un tempo indefinito della nostra anima. E questa concezione greca ci libera dall'ansia del futuro, perché per i greci il futuro non aveva aspetto, perché ciò che non è ancora accaduto non può avere conseguenze su di noi. Une autre caractéristique du grec que l'on découvre en lisant votre ouvrage, c'est que c'est une langue en fait, dont l'usage est extrêmement libre. Il y a presque autant de langues qu'il existe de grec. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer une telle liberté? La libertà è ciò che mi ha fatto innamorare del greco fin da ragazza. Perché tutte le particolarità che racconto in questo libro, che sono proprio del greco classico, quindi il numero duale per la coppia, la concezione del tempo attraverso l'aspetto, oppure l'ordine delle parole, era lasciato alla libera scelta di chi il greco l'ha davvero parlato. Lo studio del greco è un esercizio della libertà. Oggi tutti vogliamo essere liberi di fare qualcosa, ma quando ci troviamo a gestire la libertà è difficile perché impone la responsabilità di scegliere chi vogliamo davvero essere attraverso le nostre parole, e scegliere significa anche rinunciare. Quindi il greco è una lingua estremamente intima. Potremmo dire, come diceva un mio professore, che non esiste un solo greco antico, ma esistevano tante lingue greche quanti sono stati gli uomini e le donne che l'hanno parlato. Nous voici maintenant à la librairie au rayon Polar où nous allons retrouver Anaïk qui va nous présenter 3 de ses coups de cœur. Bonjour Anaïk. Bonjour Élise. Alors je crois que tu vas commencer par nous présenter La 1002e nuit. Tout à fait.
Alors, voici le premier roman de Carole Genex, La 1002e nuit. Nous sommes à Paris en 1912. Dimitri Ostrov, le secrétaire particulier d'une comtesse russe, s'apprête à faire son entrée dans le monde des puissants. Grâce à la comtesse, il a obtenu une invitation à la soirée du génie de la mode Paul Poiret sur le thème des 1001 nuits. Mais au lendemain de cette fantastique 1002e nuit, le retour à la réalité est dramatique. La comtesse est retrouvée assassinée. L'enquête s'avère très délicate. Au-delà des paillettes et des personnages fantasques rencontrés, il y a un véritable contexte social et historique. Ça a l'air très bien. Et pour continuer, je crois que tu vas nous présenter La dernière nuit à Tremor Beach. Alors l'originalité de ce roman, qui se passe dans le Donegal en Irlande et qu'il a été écrit par un Espagnol, Miquel Santiago, qui a vécu toutefois en Irlande. Le roman se passe dans un petit hameau de 150 habitants en hiver et nous allons faire connaissance avec Peter Harper, qui est un compositeur et pianiste célèbre. Une nuit d'orage, il est foudroyé en rentrant de chez ses amis et à partir de là, il commence à avoir des flashs sans doute prémonitoires. Le lecteur a véritablement l'impression de faire partie du petit hameau et de ses habitants. Ça donne un charme fou à l'intrigue. Et enfin, Anaïk, pour terminer, tu vas nous parler du journal de ma disparition. Alors, nous avions rencontré Peter et Anne précédemment dans Un cri sous la glace. Peter est un policier chevronné et Anne est une profileuse qui souffre actuellement de troubles de dégénérescence cognitive. Elle se promène partout avec un carnet dans lequel elle note tout. La grande originalité de ce thriller, c'est que Peter et Anne ont disparu brutalement lors de leur enquête. Et donc, 2 personnes vont nous faire le récit de cette histoire passionnante et pleine de rebondissements. Il s'agit de Malin, qui est une policière qui, adolescente, avait retrouvé le corps de l'enfant, et de Jake, qui est un adolescent tourmenté, qui a ramassé le journal, le fameux journal d'Anne. Merci beaucoup, Anaïk, pour ces 3 conseils de lecture qui ont l'air absolument palpitants. Avec plaisir, Élise. À bientôt. Merci à tous de nous avoir suivis tout au long de cette émission. Je serai ravie de vous retrouver le mois prochain. Et en attendant, je vous souhaite de très belles lectures.